Permettez-moi, avant d'entamer le corps de mon intervention, de vous faire voyager dans les entrailles historiques de l'initiative qui a consisté en l'élaboration du guide de la légistique dont le lancement, puis l'examen et la validation nous réunissent aujourd'hui en tant qu'acteurs majeurs engagés dans un processus transitoire, inclusif, réformateur et pacifique. Nous étions à la fin de la décennie 2000 quand notre pays fut furtivement précipité dans un processus de transition politique. Ainsi, comme le cas précédemment, le destin m'avait conduit tout droit au Conseil national de la transition d'alors, où j'ai siégé pendant 4 bonnes années en qualité de conseiller et de secrétaire parlementaire, mais aussi porte-parole de l'institution. Cette station stratégique au sein de l'institution m'a permis de constater nombre de tares et d'insuffisances qui matinaient notre écosystème de production normative et qui étaient perceptibles à tous les niveaux, dont l'absence d'un document de référence national pour l'élaboration des textes juridiques, les méthodes hétérogènes de conception technique des textes des lois, l'absence d'un cadre institutionnel adéquat favorable à l'émergence des normes de qualité, la faible prise de conscience des autorités, des problématiques d'efficacité, de cohérence et de sécurité juridique, entre autres. Mesdames et messieurs, dans tous les pays du monde soucieux de la qualité des normes législatives et réglementaires, il est accordé une place de choix au secrétaire général du gouvernement ou à l'équivalent d'une telle structure en faisant un pivot dans la chaîne de production gouvernementale des textes juridiques. Or, cette conception n'était pas la nôtre et jusqu'à d'ailleurs dans un passé assez récent. Le secrétaire général du gouvernement, dans notre imaginaire collectif d'alors, était considéré comme ce département dont le rôle est d'assurer simplement le secrétariat du gouvernement. Ce qui était grave comme conception, car largement réducteur de la mission et de l'importance qu'il revêt dans l'action gouvernementale. Cette conception était à la base de l'incohérence et de l'inharmonie dans la plupart des projets de texte soumis au Parlement. Cette fixation sur le secrétariat général du gouvernement n'est pas un fait du hasard. C'est parce que l'essentiel des textes produits dans nos États sont d'origine gouvernementale et il convient d'entrevoir dans chaque texte de loi donné l'expression juridique d'une politique publique nationale. Mesdames et messieurs, une autre raison majeure des insuffisances de notre modèle normatif réside dans le fait que le système éducatif guinéen n'a intégré à aucun moment ou à aucun niveau de ces échelons l'enseignement des modules de légistique. Or, cet exercice aurait pu avoir pour conséquence de préparer théoriquement bon nombre de cadres guinéens aux techniques d'élaboration des textes de loi et des règlements. Sur le même registre, l'hésitation dans le financement des voyages, d'études et des missions de recherche pour favoriser des analyses situationnelles sérieuses aux fins de poser les bons diagnostics avant de se lancer dans la conception, la rédaction, l'examen et l'évaluation des textes normatifs, ainsi que la quasi-inexistence de structures étatiques dédiées à la production normative. C'est le lieu également de dénoncer les influences politiques qui se traduisent par l'usage abusif des procédures d'urgence dans l'examen des textes, dont la conséquence est de ne pas procurer le temps nécessaire aux parlementaires pour un examen serein de l'ensemble des aspects à prendre en compte dans un texte de loi.
De cette manière, les exigences de nécessité et d'efficacité ne sont jamais ou ne sont que faiblement prises en compte. Chers participants, au chapitre des insuffisances mentionnées si haut, se situe surtout le mimétisme dans l'évidence, dont l'évidence caractérise la plupart des textes juridiques en vigueur en République de Guinée. En effet, le plus grand nombre de textes de loi élaborés ne suivent pas le processus normal de production normative qui commande, que ce soit réalisé au préalable des analyses sérieuses des faits en vue de l'identification optimale des problèmes pour lesquels il convient d'apporter des solutions normatives. La pratique révèle plutôt qu'à chaque fois qu'il a été question d'élaborer un texte de loi, la technique a été de toujours recourir à ce que j'appelle la méthode courte, ou d'ailleurs, que je viens de qualifier, le raccourci dangereux. Celle qui consiste à surfer sur Internet, télécharger des textes de loi similaires, les recopier intégralement. Aujourd'hui, une autre méthode plus gravissime est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la production normative. Cette pratique, qui n'est pas blâmable dans l'absolu, pêche cependant par le fait que la différence de réalité n'est pas prise en compte et charge notre ordonnancement juridique de dispositions absurdes ou obsolètes. C'est-à-dire des dispositions en vigueur, mais qui n'ont aucune chance d'être appliquées. L'insuffisance d'études sérieuses de nos textes de loi s'appréhende aisément par la qualité des exposés des motifs, qui, pour la plupart, ne permet pas de comprendre les manifestations profondes du problème de société pour lequel il convient de recourir à un texte normatif. La problématique de l'évaluation est un fait qu'il faut largement prendre en compte, car un texte de loi est avant tout une réponse apportée par les autorités compétentes à une problématique de société pour laquelle la solution normative s'est avérée indispensable. Or, dans un processus de conception des textes juridiques, il peut arriver poser insuffisamment ou inexactement le diagnostic d'un problème de société, de telle sorte que la réponse normative qui est proposée s'avère inefficace. Face à une telle situation, l'étude d'impact juridique en amont et l'évaluation en avant des textes de loi demeurent les seules alternatives pour pallier aux insuffisances relevées dans l'application de la loi. Mesdames et messieurs, l'accès aux textes juridiques en République de Guinée est une problématique réelle de nos jours, car il expose les pauvres citoyens que nous sommes à ce qu'on appelle l'insécurité juridique permanente, qui a été très bien développée par mes prédécesseurs. La plupart des citoyens guinéens n'ont pas accès aux textes de loi à temps, et ces textes ne font pas l'objet d'une vulgarisation appropriée, que ce soit pour des besoins de recherche ou pour des besoins de simple observance ou de conformité. Ceci a un obstacle, c'est un obstacle majeur, je voulais dire, pour l'application effective des dites lois, malgré l'adage juridique, je cite, « Nul n'est censé ignorer la loi ». Fin de citation. Il y a aussi le fait que l'élaboration ou la modification des textes juridiques est souvent faite en ne prenant pas en compte l'impact que ces opérations peuvent avoir sur les textes précédents en vigueur dans l'ordonnancement juridique. Et il s'ensuit des contradictions manifestes par le biais de la cohabitation dans l'ordre juridique de plusieurs textes traitant spécifiquement de la même question et entre lesquels aucune connexion logique n'est établie. La codification, comme l'a été développée par M. le directeur, est en effet un défi majeur à relever dans le système normatif guinéen. Cette situation ouvre ainsi la voie aux conséquences de l'incohérence juridique et pose des problèmes sérieux aux chercheurs ainsi qu'à tous les usagers de la loi. Le manque de codification, je voulais dire, mesdames et messieurs, chers participants,
avec un sentiment de déception que mon parcours au CNT d'alors s'était achevé sans que je n'ai pu réussir quelque chose de substantiel en termes de réforme pour apporter des solutions adéquates à cette situation. Et il convient de rappeler que dans l'espoir de trouver des solutions à ces épineuses problématiques que je rumine depuis cette époque en passant par des dénonciations, des interpellations et des propositions de solutions, les rares fois que j'avais eu l'opportunité en tant que leader de la société civile, que le destin me propulsa à la tête du Conseil national de la transition grâce à la confiance et au grand patriotisme du général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya, à l'occasion de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité le 5 septembre 2021. Le CNRD a proclamé, pour mieux orienter et encadrer la gouvernance de la transition, un certain nombre de principes, parmi lesquels la refondation de l'État et la rectification institutionnelle. Lors d'une de mes missions à l'étranger, un journaliste m'a posé la question: c'est quoi la refondation? J'ai dit tout simplement, c'est la refondation de l'administration publique. Parce que quand l'administration publique est refondée et convient aux besoins des usagers et fonctionne sur la base de règles juridiques et administratives convenues, c'est une administration efficace. Mesdames et messieurs, distingués invités, le choix de mettre en exergue dans la dénomination du service la direction des affaires juridiques et de la logistique n'était pas fortuit. Et il participait de mon souci ardent de vouloir apporter une solution durable aux insuffisances relevées. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, quand j'ai voulu créer une direction des affaires juridiques et de la logistique, l'administration parlementaire d'alors m'a traité de rêveur. Monsieur le Président veut changer les choses pour mettre ses hommes. Fin de citation. Aujourd'hui, vous convenez avec moi, chers membres de l'administration parlementaire, que la nécessité de refonder l'État passe par la refondation de l'administration et inéluctablement par la refondation de l'administration parlementaire. Monsieur le ministre de la Justice, monsieur le secrétaire général, ministre secrétaire général du gouvernement, à la tête du CNT, je me suis fixé 3 objectifs simples. Parce que embrasser plusieurs objectifs, finalement, les résultats seront noyés par l'improvisation. Le premier objectif était de refonder l'administration parlementaire. Parce que les députés passent d'une législature à une autre. L'administration reste et demeure. Si elle n'est pas qualifiée, elle n'est pas compétente, elle n'est pas débarrassée des armes du favoritisme et de la récompense politicienne, les députés nouvellement investis, vêtus de boubous propres, vont patauger dans des bureaux qui sont caractérisés par la puanteur à cause du manque d'efficacité, mais aussi de la malhonnêteté intellectuelle. C'est pourquoi la refondation de l'administration parlementaire est la clé de voûte de la refondation du processus législatif et normatif de notre pays. Deuxième mission que je me suis fixée, c'est de doter la représentation nationale d'un siège dit à sa fonction républicaine. Dieu merci, grâce à vous et aux partenaires, un siège de l'Assemblée nationale, pour la première fois depuis l'indépendance, poussera au plateau de Coloma, grâce à la clairvoyance et au soutien du président de la République. La troisième mission que je me suis fixée, c'est de réussir le processus constitutionnel et subséquemment des lois organiques qui compléteront le bloc de constitutionnalité. 3 missions simples mais claires. Une bonne collaboration de l'administration parlementaire, le respect et la considération des honorables conseillers nationaux m'ont permis d'aller avec de larges enjambées dans ces 3 missions qui sont des missions vitales pour notre processus de refondation. L'occasion du lancement de la cérémonie d'ouverture du guide de la logistique qui nous est offerte ce matin est historique en République de Guinée.
dans la mesure où c'est tous les acteurs de la chaîne normative de l'État qui sont réunis ici. Je voudrais alors vous exhorter vivement dans l'élaboration des projets de textes de loi ou de textes réglementaires de vos différents départements d'être habités par l'objectif fondamental d'une législation axée sur les résultats, car c'est par elle qu'on peut garantir l'efficacité et la stabilité des normes. Mesdames et messieurs, distingués invités, initiés certes par le Parlement, mais c'est la responsabilité de monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et du ministre secrétaire général du gouvernement. Car l'essentiel des lois votées par le Parlement sont des projets de loi, par conséquent d'origine gouvernementale. Pourquoi? C'est parce que vous, gouvernement, vous avez plus d'expertise, plus de cadres et plus de nécessité de produire des idées de textes en fonction des besoins de la société. C'est pourquoi nombreux dans cette salle sont les secrétaires généraux, les conseillers juridiques, les membres de BSD et tous ceux qui sont les architectes à différents niveaux de la conception normative. Mesdames et messieurs, techniciens et décideurs de la chaîne normative, nous devons tous assurer à notre législation sa cohérence. L'environnement juridique donc devra être suffisamment étudié dès les premières phases de la conception des textes juridiques. Aucune loi n'est sans effet sur l'économie. Si elle ne touche pas les charges budgétaires de l'État, elle touche les obligations financières des agents de l'économie et des finances, ou celles des citoyens pour qui nous travaillons. Certaines lois nécessitent des restructurations significatives de l'administration, sans lesquelles restructuration, les dites lois ne trouvent à s'appliquer ou s'appliqueront très mal. La société guinéenne a ses réalités propres, ses cultures et ses traditions qui constituent son âme. Aucune politique publique ne doit être de nature à les transgresser tant qu'elle ne constitue pas des obstacles à son évolution. Mesdames et messieurs, chers participants, elle suppose également que soient prises en compte des études sur les droits acquis et les situations individuelles en jeu. Prévoir cet effet des dispositions transitoires dans chaque texte de loi de haute portée. Dispositions à élaborer avec un style simple et approprié. Et il faut surtout veiller à l'élaboration parallèle des actes réglementaires de chaque texte de loi, ou au moins veiller dans les 6 mois qui suivent leur publication à l'élaboration des textes réglementaires d'application. Cela est partie du constat selon lequel, après leur promulgation, nos lois sont souvent devenues des lettres d'intention. Cet état de fait est imputable en grande partie au défaut des textes d'application. J'invite donc, je le répète, le gouvernement à prendre des dispositions pour l'élaboration concomitante de chaque loi et de ses textes d'application. Faut-il rappeler que la non-prise des textes d'application est une inégalité? C'est une illégalité par abstention. À défaut de l'élaboration concomitante des textes d'application, convenons que la durée maximale pour l'édiction des textes d'application soit de 6 mois à compter de la promulgation de la loi concernée par le président de la République. Pour rendre, et permettez-moi donc, de plein pied dans un système de législation axé sur le résultat et garantir l'efficacité de chacune de nos lois, il est désormais nécessaire d'institutionnaliser l'évaluation des politiques publiques, y compris celle des lois. En effet, les acteurs devront tâcher de faire l'évaluation prospective, concomitante et rétrospective de chaque loi. Pendant la conception et l'examen de la loi, les légistes ou parlementaires devront, sous peine de rejet, s'assumer, voire même assurer que les solutions normatives identifiées sont de nature à résoudre les problèmes posés ou les problèmes ciblés. S'assurer que ces solutions normatives
ne poursuivent des objectifs contraires à ceux des textes de rang supérieur ou des politiques globales de l'État. Que ces solutions normatives ne compromettent pas les droits acquis. S'assurer qu'elles sont techniquement et financièrement soutenables. Après l'adoption de chaque loi, sans préjudice des efforts du gouvernement, le Parlement devra assurer et évaluer la mise en œuvre de ces conditions d'application. C'est pourquoi, à la tête du CNT, nous avons pensé à un deuxième organe parlementaire. Pour la première fois, le Centre d'études et de recherche parlementaire, dont la vocation est de mener les études sur l'application des textes votés par le Parlement. 2 ou 3 ans après l'adoption de chaque loi, une évaluation devra être organisée à l'effet de mesurer l'écart entre les effets escomptés de la loi concernée et ceux qui auront été obtenus d'une part et d'autre part pour la prise des mesures correctives et consolidantes. La participation citoyenne est un principe démocratique qui doit guider aussi l'élaboration, voire l'évaluation des lois à forte incidence sociale. Pourquoi a-t-on négligé ce principe pourtant si cher? Faut-il rappeler Portalis qui disait, je cite, « Les lois sont faites pour les hommes et non les lois sont faites pour les... » Je cite, « Les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. » Fin de citation. Là, le fondateur de la Guinée indépendante, le camarade feu président Ahmed Sékou Touré, disait de vive voix, je cite, « Aucune loi n'est adoptée sans qu'elle ne passe dans chacun des villages pour nous donner l'esprit avant qu'elle ne soit transmise au Parlement pour nous donner la forme régulière. » Fin de citation. Tout légisme devra prendre en compte la participation citoyenne. Cela est une des garanties d'efficacité de notre législation, car elle met le citoyen en confiance et dans la disposition à se soumettre à la loi. Mesdames et messieurs, je voudrais inviter les membres du gouvernement, ici présents, à œuvrer dans le sens de la codification et de la consolidation des textes juridiques déjà en vigueur dans l'ordonnancement juridique, tout en s'évertuant à appliquer les mêmes principes aux textes à venir. Cela pourrait favoriser l'accessibilité aux textes juridiques qui constituent un défi réel pour la qualification de notre système normatif. Monsieur le Premier ministre, bien représenté par Monsieur le ministre directeur de cabinet de la primature, vous trouverez dans ce message notre manière de contribuer à la réussite de la mission du Premier ministre Amadou Ouriba. Le destin a fait que le bateau guinéen de cette transition a pour capitaine le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, avec 2 copilotes à côté, le Premier ministre Amadou Ouriba et le président du CNT. Nous avons l'obligation, dans une solidarité agissante, sans complexe, sans zèle protocolaire, d'aider M. le Président de la République à la réussite de sa mission. Je voudrais enfin féliciter l'équipe de la direction des affaires juridiques et de la légistique du CNT. Si vous avez compris, je n'ai pas distribué beaucoup de couronnes pour les membres du CNT, parce que ce travail, nous l'avons fait pour le gouvernement en partie, parce que le gouvernement est à la base de 90% des textes de loi votés au Parlement. Les propositions de loi sont très rares en Afrique de l'Ouest et d'ailleurs en Afrique d'une manière générale. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, c'est grâce à cette direction dynamique que nous avons pu produire ce premier jet qui va passer devant vous pour que votre expertise, votre conviction et votre expérience soient le seul élément pour sa validation, car sa consolidation passe par là. Et Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement et tous les ministres invités, je ne doute pas un seul instant de votre volonté de convenir avec moi de la création
d'un service des affaires juridiques et de la légistique au sein de chaque département ministériel. Les appellations conseillers juridiques, laissons ça pour le secteur privé. Nous devons avoir des directions juridiques et de la légistique dans les départements ministériels. Car un conseiller juridique, c'est un cabinet. Un cabinet, un pôle de juristes spécialisés dans différents domaines, des domaines pertinents et nécessaires à la qualification de l'action du gouvernement. C'est une recommandation de la représentation nationale au gouvernement. Direction juridique et légistique. Ça permettra non seulement de poursuivre cette refondation normative de notre pays pendant cette transition et de transmettre ces valeurs et ces acquis à ceux qui vont hériter de la Guinée après la transition. Aussi, la cartographie des textes juridiques qui constituent notre législation est un chantier urgent. Nous n'avons pas de portail national où on peut checker pour accéder aux textes juridiques du pays. Nous sommes dans l'impasse, parfois nous sommes dans la débandade normative. Quand un citoyen doit réclamer ses droits, parfois il n'a pas accès aux sources de droit, qui n'est autre que la loi, les actes réglementaires qui les soutiennent. Monsieur le ministre de la fonction publique, ce message s'adresse à vous. Une administration efficace est une administration dont les limites et les contours sont tracés par la loi et les actes réglementaires subséquents. C'est pourquoi je demande très humblement à votre haute personnalité d'aider la Guinée à avoir un portail d'accès aux textes législatifs, aux textes réglementaires de toute nature pour faciliter l'application du principe « nul n'est censé ignorer la loi ». Fin de citation. Mesdames et messieurs les ministres, je voudrais renouveler, avant de clôturer mon propos, mes remerciements, gratitude et reconnaissance absolue envers le président de la République, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée en chacun de nous, en nos rangs, titres et qualités. Confiance qu'il ne cesse de renouveler. Je le remercie également pour les efforts qu'il fournit dans la réunion des conditions nécessaires à l'émergence de réformes dont ce pays a besoin pour s'engager définitivement sur les rails du développement irréversible. La réforme qu'induit ce projet de guide de la légistique en tant que document de référence national pour l'élaboration des textes de loi et règlements est une saisissante illustration qui lui fait hisser, et nous avec lui, dans le panthéon des réformes de la République de Guinée. Je dois simplement rappeler que depuis l'indépendance, nous élaborons des textes, mais que c'est maintenant qu'on se dote d'un document essentiel pour la qualité de notre réglementation. Je termine en exhortant les experts que vous êtes. Un conseiller juridique d'un ministère n'est pas un simple participant, c'est un expert. Nous avons convié des experts pour aider à qualifier le brouillon qu'on soumet à votre appréciation, que nous appelons modestement le draft 0. Le draft 1 sera celui qui sera déposé sur la table du Conseil des ministres, et le draft 2, c'est celui qui sera adopté par le Parlement par l'une des voix que Monsieur le ministre de la Justice a indiqué tout à l'heure. Et je remercie en terminant le Programme des Nations Unies pour le développement pour son accompagnement technique et financier. ETS, AFS, tous les partenaires qui se sont joints à cette initiative et trouveront dans ce message toute la gratitude de la représentation nationale pour la confiance, mais aussi pour votre volonté de faire de cette transition, la dernière transition, comme l'a indiqué Monsieur le Président de la République. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président.